Élu dans Richelieu en 1966, Maurice Martel devient l'adjoint parlementaire du ministre de la Santé de l'Union nationale. Il remporte l'élection de 1976 sous la bannière du Parti québécois où il occupe les fonctions d'adjoint parlementaire de 3 ministres avant d'être promu ministre du Revenu. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Martel. Bonjour, M. Morin. Pour quelle raison vous avez adhéré à l'Union nationale plutôt qu'à un autre parti, les libéraux, en l'occurrence, tout de suite après la défaite de l'Union nationale aux élections de 60? Effectivement, l'Union nationale avait été au pouvoir pendant 16 ans. C'est un régime qui était dépassé. Et à ce moment-là, le parti était à reconstruire entièrement. Et comme jeune, je n'étais pas le seul. Il y avait Jérôme Proulx-Saint-Jean, Denis Bousquet, Marcel Masse, Jean-Marie Morin de Lévis, Rock Garner. Nous avons vu une opportunité de faire valoir nos idées politiques. On dit que c'est plus facile dans un parti qui est à refaire que dans un parti qui est au pouvoir, qui va se servir des jeunes tout simplement comme attrait. Donc, nous avons eu la chance d'avoir un premier ministre qui était réceptif à nos idées, qui était heureux de voir... Un chef de parti, à l'époque, c'était un chef de parti, il n'était pas encore premier ministre. Tout à fait, oui. Ça fait que c'était Daniel Johnson. Ça fait qu'à ce moment-là, il était réceptif à nos idées, il nous demandait de faire adhérer le plus de gens possible. Lorsque j'étais président de la Jeunesse Union nationale à l'Université de Montréal, il y avait Bernard Landry, il y avait Pierre Marois qui ont occupé successivement la présidence de l'Association étudiante de l'Université de Montréal. Évidemment, lorsque j'ai vu Bernard n'était pas prêt à faire de la politique, il se réservait pour plus tard. Pierre Marois, c'était la même chose. Et à ce moment-là, nous avons tout de même agrandi notre cercle de jeunes qui voulaient s'impliquer en politique de façon à faire changer les choses. Et nous avons réussi un peu à travers les universités du Québec à mettre en place des noyaux de jeunes unionistes. Et je pense à la grande satisfaction des dirigeants de l'Union nationale qui avaient besoin de cet apport de 109 pour constituer un nouveau gouvernement plus tard. Mais la société est en ébullition et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, un événement qui a fait que, bon, ben là, on plonge? Oui, évidemment, du côté anglophone, à ce moment-là, je l'ai vécu plus tard chez moi, dans mon comté, nous avions des industries où les dirigeants, les contremaîtres étaient des anglophones qui faisaient affaire avec des ouvriers francophones. Et à ce moment-là, ben, on se demandait pourquoi il n'y avait pas de francophones pour diriger des francophones. Et la déclaration qui m'a vraiment marqué était celle du président du Canadien national, un nommé Donald Gordon, à qui les journalistes demandaient « Pourquoi n'y a-t-il pas de francophones dans votre conseil d'administration? » Il avait répondu « Il n'y en a pas qui sont assez compétents pour remplir ces postes. » Et ça avait suscité chez moi une réaction de réponse. Je voulais lui répondre qu'il y en avait parmi les Québécois qui étaient compétents pour accomplir ces fonctions-là. Et je n'étais pas le seul. Il y a Bernard Landry qui était à l'université en même temps que moi, qui a réagi, qui a fait aussi des manifestations avec Pierre Marois. Je ne sais pas si le ruban était rouge, mais en fin de compte, il manifestait contre cette prise de position de ce président d'une société d'État, en quelque sorte,
qui avait pas dépassé sa pensée, mais il avait dit vraiment ce qu'il pensait des francophones québécois. Au congrès au leadership de l'Union nationale de 61, est-ce que vous étiez là? Oui, j'étais là. Je fréquentais à ce moment-là la plus vieille de Jean-Jacques Bertrand. Et évidemment, ce n'était pas des grandes fréquentations parce qu'elle demeurait à Cowansville chez ses parents et moi, j'étais à Sorel. Donc, on ne se voyait pas souvent. Mais vous aviez, à ce moment-là, est-ce que vous étiez délégué au congrès au leadership? Tout à fait, comme représentant de la jeunesse de l'Union nationale. Et moi, M. Bertrand a toujours été pour moi un homme franc, un homme qui décidait rapidement. Et quand c'était noir, c'était noir. Quand c'était blanc, c'était blanc. Fait que moi, j'aimais ses réponses rapides, j'aimais ses prises de décision, mais j'ai voté pour lui à ce congrès. Mais plus tard, je me suis aperçu qu'en politique, il faut être diplomate si on veut rallier des gens à sa cause. Vous faites allusion à quoi exactement? Bien, je fais allusion à Daniel Johnson, qui était un homme qui était diplomate, qui était réceptif à ce qu'on lui apportait comme idée neuve dans la formation politique. Et à ce moment-là, nos discussions étaient beaucoup plus agréables. Ils acceptaient plus facilement nos idées que M. Bertrand pouvait les accepter. Mais j'ai aimé au début le style de M. Bertrand, mais je n'avais pas encore la vraie notion d'un homme politique que j'ai eu plus tard en voyant, par exemple, Daniel Johnson lorsqu'il a dirigé le Québec pendant 2 ans. Votre passage à la commission jeunesse, à l'aile jeunesse de l'Union nationale, c'est arrivé à quel moment au début de votre carrière, ça? Lorsque j'étais étudiant en 2e année de pharmacie à l'Université de Montréal, je constatais que mes confrères et les confrères de d'autres facultés ne s'intéressaient pas du tout à la politique. Il y avait des réunions pour choisir l'exécutif aussi bien du Parti libéral que de l'Union nationale, et on voyait là des étudiants en droit. Moi, je n'ai jamais vu d'étudiants en pharmacie qui voulaient être sur l'exécutif de la jeunesse universitaire politique. Fait qu'à ce moment-là, moi, je demeurais à Québec, à Montréal, avec un ami de Québec qui étudiait au doctorat en mathématiques à McGill. Nous demeurions ensemble à Montréal. Et je lui dis, Jacques, ça me tente d'aller à la réunion. C'était Jacques Fortin. L'économiste. C'est ça, qui faisait un doctorat en mathématiques à l'Université McGill. J'ai dit, Jacques, viens avec moi. On va aller à la réunion, voir ce qui se passe. Ça fait qu'en arrivant à la réunion, je voyais que la chicane était prise entre les deux groupes qui voulaient être dans l'exécutif, être président. J'ai dit à Jacques, je me présente. Bien, Jacques, il dit, j'ai pas le droit de vote. Puis j'avais aucun supporter, parce que j'étais allé seul avec lui. Ça fait que j'ai fait le compromis entre les deux groupes qui voulaient avoir la présidence. J'ai été élu président de la jeunesse Union nationale, à ma grande surprise, mais plus tard, à ma grande satisfaction aussi. Vous avez établi votre bureau de pharmacien et vous avez continué à regarder la politique, si bien qu'aux élections de 1966, vous vous êtes présenté à l'investiture de l'Union nationale et là, vous aviez comme adversaire un avocat au style remarquable, M. Rodrigue Lemoine. Tout à fait. Je n'avais pas l'intention de me présenter en politique tout de suite. Je voulais m'établir, j'étais célibataire, je voulais établir ma pharmacie, m'établir solidement, financièrement, dans le but d'avoir une famille plus tard et de ne pas dépendre de la politique. Ça fait que pour revenir à cette convention, lorsque mon père a accepté de me remplacer, mon père était pharmacien également, lorsqu'il il a décidé de me remplacer à ma pharmacie, et même de déménager à Sorel parce qu'il restait à Contrecœur, une ville voisine. À ce moment-là, j'ai dit oui à la convention.
excusez, mais j'ai dit aux organisateurs, moi, je reste dans une ville qui est en dehors de Sorel, bien, faites-moi connaître, moi, je vais faire ma part à la Convention. Fait que Rodrigue il était à la Convention et c'est un bonhomme très coloré. Et après la Convention, il est parti pendant une semaine. On n'avait pas de nouvelles. Il était très déçu, évidemment. Mais il est revenu fidèle à la parole qu'il m'avait donnée lorsque nous allions à la formation de jeunes candidats. Il est revenu faire la campagne avec moi, puis ça a très bien été. J'étais content de l'avoir. Et vous aviez comme adversaire un ministre libéral en 66. Quel genre de campagne vous avez mené? Disons que j'en avais deux. Dans le comté de Richelieu demeurait également M. Pierre Laporte, qui était ministre des Affaires municipales. Et mon adversaire officiel était M. Gérard Cournoyer, qui était ministre du Tourisme dans le gouvernement de M. Lesage. Et c'était une belle campagne, mais pas aussi belle qu'avec Jean. En ce sens que M. Cournoyer, j'avais l'impression qu'il était fatigué de se faire balloter par les financiers de mon coin. Il avait été député à Ottawa, il avait été député à Québec. Quand ça faisait l'affaire des hommes influents dans ma région, il disait, bien là, Gérard, tu vas t'en venir à Québec. Fait qu'à un moment donné, le gars qui a un peu de fierté, il se rebiffe contre ça. Ça fait que la campagne, d'autant plus que M. Cournoyer avait eu des problèmes, sa femme était décédée, il n'a pas fait une grosse campagne. Et ça m'a permis d'élaborer mes idées d'un renouveau politique dans Richelieu. Et nous avons fait une campagne objective en s'alignant simplement ce que nous voulions faire, en ignorant complètement l'adversaire. Et après les élections, M. Cournoyer m'a téléphoné, il m'a félicité pour la façon que j'avais fait la campagne. Autrement dit, que je n'avais pas parlé de lui. Ça fait que... La composition, je dirais, l'étendue de la circonscription, mais aussi le portrait socio-économique de l'électorat de Richelieu à ce moment-là, en 66-70. En 66, il y avait environ 20 000 personnes dans la ville de Sorel. Et dans tout le comté, ça allait chercher environ 50 000 personnes. Il y avait une dizaine de villages. Et aussi, il y avait la ville de Tracy qui commençait, où il y avait une quinzaine de mille personnes. Et Contrecœur, à ce moment-là, Contrecœur qui était très généreux dans leur vote vis-à-vis moi, parce que j'étais un gars qui restait là, et que Contrecœur, pour cette élection, faisait partie de Richelieu. Ça nous a donné cette population d'environ 50 000. Et au point de vue socio-économique, il y avait déjà Marine Industrie où on construisait des bateaux. Il y avait également les aciers Sorel qui étaient là. Il y avait la compagnie Belloy qui faisait des moulins à papier. En arrivant à Québec en 66, étiez-vous bien au fait, bien au courant des exigences et de la rétribution du salaire des députés? Moi, j'ai toujours été un gars qui s'informait avant de poser des gestes. Et mon père avait été le premier à me dire, ben écoute, Maurice, tu pars à ta pharmacie, tu es célibataire, tu es capable de gagner ta vie avec la pharmacie. Il dit, est-ce que tu sais que le salaire de député, c'est 12 000 par année? Est-ce que tu sais que tu n'as pas de frais de bureau, que tu n'as pas de secrétaire de comté payé? J'ai dit, oui, j'ai dit, je suis au courant de tout ça. J'ai dit, j'ai des gens qui se sont offerts pour travailler bénévolement, parce que des gens qui étaient convaincus comme moi qu'il fallait faire de la politique autrement. Et à ce moment-là, ben, j'ai eu ce bénévolat qui m'a permis de faire ce premier mandat et de réaliser des choses vraiment dont j'en suis fier encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez été bien guidé, je dirais bien le mot mentor, est-ce que vous aviez des mentors parmi les députés plus expérimentés de l'Union nationale?
Nous, les jeunes, étaient fiers de voir qu'on était assez nombreux pour imposer notre nouvelle façon de faire de la politique. Et évidemment, nous avons rencontré dans notre équipe des gens d'expérience comme Maurice Bellemare, qui faisait de la politique depuis très longtemps, Yves Gabias. Et Maurice Bellemare m'avait emmené dans son bureau. Il dit « Maurice, si tu veux être élu, là, il ouvre les filières de son bureau. Il dit « C'est ça qu'il faut que tu fasses. » Il dit « Regarde, là. » Il dit « J'ai la date de naissance de chaque électeur de mon comté. » Puis il dit « À chaque jour, il part des lettres pour leur souhaiter bonne fête. » Il dit « C'est comme ça que tu établis les contacts, puis tu te fais réélire. » Moi, je dis « Peut-être bon, mais moi, c'est pas tout à fait ma méthode. » On se souvient, les députés se souviennent tous de leur premier discours à l'Assemblée nationale, et vous en particulier, parce que c'est M. Johnson qui vous avait demandé de le faire. Tout à fait. J'avais 29 ans. À mon premier mandat, j'étais un des plus jeunes avec Rock Garner. Et à ce moment-là, M. Johnson m'a demandé d'ouvrir la session. Ça fait que bon, c'était tout un honneur pour le comté de Richelieu et pour moi. Je ne m'attendais pas à ça. Ça fait que le soir, avant l'ouverture de la session, j'étais venu voir l'Assemblée nationale, m'arranger des livres avec mes notes pour être à l'aise pour faire le discours le lendemain. Et ça s'est très bien passé. C'est pas M. Johnson qui m'a dit quoi dire. J'ai dit ce que je disais en campagne électorale, c'est-à-dire finissons les grandes commissions d'enquête et passons à l'action. Mon discours était sur ça. Fait qu'après que le discours fut terminé, M. René Lévesque, qui était à ce moment-là dans l'opposition, après avoir été ministre des Richesses naturelles, traverse le parquet, puis il dit « Je vous félicite, Martel, vous êtes sur la bonne voie. » Plus tard, on a vu tous les deux qu'on a pris le même chemin. Ça fait que, pas longtemps après, M. Johnson arrive derrière moi. Il dit « Martel, il dit, en politique, il dit, c'était bon ce que vous avez fait. Mais il dit, en politique, il dit, il faut toujours s'ouvrir des portes. Il dit, il ne faut pas fermer les portes. » Ah, j'ai dit, c'est bien, M. Johnson, j'ai été tranchant, là, on veut que ça avance, mais j'ai dit, je sais que ça ne peut pas se régler du jour au lendemain. C'était une très belle expérience, et c'est là, une des fois où j'ai vu que M. Johnson était ouvert à nos idées, tout en nous donnant son expérience politique. C'est beau, Martel, allez-y, allez-y prudemment. Cassez pas trop de fenêtres pour vous rendre à vos objectifs. C'était très sage de sa part, parce que plus tard, j'ai vu qu'il fallait y aller d'une façon diplomate lorsqu'on voulait changer les législations. Votre emploi du temps, Sorel, c'est à 2h30 de Québec. Le travail de député à Québec, votre travail dans la circonscription, votre travail de pharmacien, comment vous départagez ça? Comme mon père me remplaçait et moi, je ne faisais pas de travail de pharmacien. Je me limitais à celui de député au niveau de mon comté et aussi de celui de l'Assemblée nationale. Au niveau de mon comté, nous avions des réunions continuellement. C'était la rencontre des gens pour connaître les problèmes, pour essayer d'apporter des solutions par la suite. Justement, vous avez fait une tournée après les élections de tout votre comté. Qu'est-ce que vous vouliez savoir que vous ne sachiez pas déjà? Bon, à ce moment-là, le premier geste que j'ai posé, c'était de rencontrer les élus de mon comté, les maires, les présidents de commissions scolaires, les directeurs d'hôpitaux. Et à ce moment-là, je leur ai fait part que nous travaillons dorénavant en équipe. Et à ce moment-là, que je comptais sur eux pour monter les dossiers avec moi et que je les défendrais à l'Assemblée nationale. J'ai dit, c'est mon rôle de les défendre, mais c'est mon rôle de bien connaître les besoins de mon comté. Et c'est de cette façon que j'ai toujours agi en politique. Et la politique ne se faisait pas comme maintenant.
c'était en 66-67. Les travailleurs d'élection s'attendaient à être récompensés quand leur parti revenait au pouvoir. Et l'Union nationale ne faisait pas exception. Sauf que vous n'étiez pas d'accord avec ça. Ça a dû créer je sais pas, mais des déceptions. Oui. M. Morin, on va commencer par le début en politique. J'avais l'intention d'avoir une famille. Je m'étais acheté un terrain sur le bord du Richelieu que j'avais payé 6 000 $ dans le but de me construire une maison quand le temps sera venu. Et je demande à un contracteur combien ça me coûterait construire ça. Il me répond, « Ah, mais moi, je peux te fournir l'électricité, je peux te fournir la plomberie. C'est pas ça que je vous demande. Combien ça me coûte pour construire la maison? » Ah, bien, il dit, dans d'autres comtés, ça nous est arrivé, on construisait des maisons, on allait voir le secrétaire avec nos factures, et le secrétaire nous demandait, c'est un cadeau pour le ministre? Ça fait que, j'ai dit, c'est de valeur, mais j'ai dit, ça ne se passera pas comme ça. Moi, j'avais un jeune de mes amis qui a fait la politique avec moi, qui se mariait. J'ai dit, veux-tu acheter mon terrain, le même prix que je l'ai payé? J'ai dit, moi, dorénavant, je vais m'acheter des maisons construites. Ils ne diront pas la maison de Martel a été construite par un tel, un tel. J'ai eu 2 maisons dans ma vie, c'est des maisons qui étaient déjà construites. Vous avez travaillé durant ce premier mandat-là pour des gros projets aussi dans le comté de Richelieu, entre autres celui d'une aciérie. Oui, ça c'était à Contrecœur. Monsieur Lesage, lorsqu'il a fait la Révolution tranquille, il a fait un très bon travail, et puis il y avait dans ses plans d'établir une aciérie au Québec. Dans les plans de M. Lesage, c'était de l'établir à Bécancour. Mais malheureusement pour lui, et heureusement pour nous, c'était l'Union nationale qui était au pouvoir, avec Daniel Johnson. Et nous avons convaincu les conseillers municipaux des 2 municipalités de Contrecœur d'avoir l'aciérie qui s'est appelée Sidbec-Dosco à Contrecœur. Ce qui fut fait. Et par la suite, évidemment, nous avions constaté que la population grossissait et que les services sociaux, je parle de l'hôpital entre autres, ne correspondaient plus aux besoins de la grande municipalité du grand comté de Richelieu. L'hôpital avait 104 lits. Et nous avons convaincu, lorsque j'étais l'adjoint parlementaire de Jean-Paul Cloutier, qui était ministre de la Santé et des Affaires sociales, d'agrandir l'hôpital. Et coïncidence, le président du conseil d'administration de l'hôpital était un jeune député de la région de Montréal qui s'appelait Robert Bourassa. Mais comme sa belle famille était à Sorel, puis tout l'été, il passait l'été à Sorel, bien, Robert et moi avons travaillé ensemble pour tripler en quelque sorte le nombre de lits à l'Hôtel-Dieu de Sorel. Et ça a été réussi? C'était réussi à la grande satisfaction de la population. Ça répondait vraiment à un besoin. Monsieur Martel, en 68, vous étiez adjoint parlementaire du ministre de la Santé, M. Jean-Paul Cloutier, et on vous a mandaté pour aller voir en Europe ce qui se faisait comme régime d'assurance maladie. Quelle idée avez-vous ramené de là-bas? Disons que c'était l'époque où le gouvernement de l'Union nationale, avec M. Johnson, avait décidé de mettre sur pied l'assurance maladie au Québec. M. Johnson avait mandaté M. Claude Gastonguay, qui était un actuaire des plus brillants que nous avons au Québec, à préparer un rapport pour mettre en application ce régime d'assurance santé. Et également, il m'avait demandé, comme son adjoint parlementaire, d'aller en France en particulier avec un député d'opposition, comme ça se fait toujours, qui était Victor Goldblum, qui était pédiatre, député de Darcy-McGee. Et nous sommes allés voir comment fonctionnait ce système. Nous avons assisté à
à des réunions de médecins, de pharmaciens. Nous sommes allés voir des hôpitaux, nous avons vu des autorités gouvernementales. Nous avons constaté que ce régime en France était universel, que ce régime était contributoire, c'est-à-dire que l'employeur, l'employé payait pour ses services. Et également, il était administré d'une façon là, tout à fait différente. Ils avaient des caisses, une caisse nationale, une caisse régionale et une caisse primaire, qui toutes les trois avaient des fonctions dans l'application de ce régime. Mais en France, le régime englobait non seulement la santé comme telle, la visite chez le médecin, mais il englobait également les accidents de travail, il englobait la vieillesse, il englobait tout ce qui pouvait contribuer là, au bien-être d'une personne. C'est un régime qui couvrait tout et qui dépendait évidemment du ministère de la Santé en France, mais qui était administré au niveau des régions par les caisses que je vous ai nommées, les trois différentes caisses qui avaient des fonctions spécifiques. Donc, c'est un régime où chacun avait le droit de se faire soigner. Et c'était gratuit, bien gratuit en ce sens que l'employeur et l'employé payaient. Mais ce n'est pas un modèle que vous avez ramené ici de façon intégrale. Non. Nous en avons discuté. Il y avait du bon dans ce modèle, mais il y avait des moyens d'application qui étaient un petit peu complexes. Je pense que M. Gastonguay s'est rendu compte de ça aussi comme actuaire, là. À un moment donné, il fallait avoir un centre qui prenait les décisions et pas trop de sous-centres qui pouvaient compliquer l'administration de ce système-là, comme on connaît aujourd'hui. En 68, M. Daniel Johnson, septembre 68, décède subitement. Sûrement un choc pour vous, mais à ce moment-là, comme vous étiez très près de lui, est-ce que ça a remis en cause votre engagement politique? Au contraire, les ouvertures qu'il avait données aux jeunes dans sa formation politique nous encourageaient à poursuivre évidemment son œuvre. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il était très réceptif aux idées des jeunes. Il était très réceptif aussi au patronage. Je vous donnais l'exemple qui est arrivé dans mon comté, que M. Johnson avait défait ça. Il acceptait que les jeunes pouvaient faire de la politique autrement. Et ça nous a fouettés, ça nous a dit, bien, continuons dans cette lignée-là, avec un autre premier ministre, qui était à ce moment-là M. Jean-Jacques Bertrand. Il avait une personnalité différente de M. Johnson. M. Bertrand, une façon de travailler différente. Est-ce que l'adaptation des deux styles a été facile? Disons qu'il y a eu une certaine adaptation. Comme vous dites, M. Bertrand était plutôt un gars tranchant. Il était moins ouvert à nos idées que M. Johnson pouvait l'être. Mais par contre, il a accompli de grandes choses. Où nous sommes ici aujourd'hui, qui s'appelait le Conseil législatif, c'est M. Bertrand qui a aboli ça en 1969. Il voyait que les bonhommes qui siégeaient ici, ce n'était pas pour le plus grand bien de la population, ce n'étaient pas des gestionnaires, c'était des jeunes, des gens, dis-je, qui avaient rendu des services aux formations politiques et ils venaient finir leur carrière ici. Comme à Ottawa, le Sénat. Merci, M. Martel. On continue la semaine prochaine. Très bien, ça fait plaisir.